Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue où dormait mon frère. Voici ma vie à moi rassemblée en poussière. Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour un nouvel épisode de Moyen-Orient Express, notre émission consacrée à l'actualité au Moyen-Orient. Rentrée du djihad, c'est le titre de notre émission du jour. Un an après les attentats de Paris et Saint-Denis, la crainte du retour des djihadistes français est dans toutes les têtes. En Syrie comme en Irak, l'État islamique recule et la chute du califat pourrait entraîner une recrudescence d'attentats en Europe. Que sait-on de ces Français susceptibles de revenir de Syrie et d'Irak? Que sait-on de leurs intentions? Nous recevons aujourd'hui David Thompson, journaliste, spécialiste de la question djihadiste, qui publie un nouvel ouvrage baptisé « Les Revenants ». David, bonjour. Bonjour Pierre. Un peu plus de 1100 Français sont partis en Syrie depuis le début de l'année 2012. Vous écrivez qu'un cinquième d'entre eux sont morts là-bas, mais vous écrivez également qu'un autre cinquième a préféré rentrer. Pourquoi rentrent-ils et constituent-ils tous une menace potentielle ? Il y a plusieurs raisons de retour. Les retours importants ont commencé à partir de assez tôt, finalement à partir de 2014, avec ce qu'on a appelé ce que eux appellent la fitna, c'est-à-dire la grande discorde entre groupes djihadistes, au moment où des groupes djihadistes, qui étaient des groupes qui combattaient ensemble, se sont mis à combattre les uns contre les autres. Des Français se sont retrouvés les uns contre les autres dans des brigades rivales, des gens qui étaient partis ensemble, des copains de quartier, parfois des cousins, il y a même des frères, et certains ont refusé de participer à cette guerre fratricide, ou certains ont tout simplement été choqués de cette situation, puisque beaucoup étaient partis sensibilisés par les exactions du régime de Bachar el-Assad, dans l'idée de combattre le régime de Bachar, et se sont retrouvés à combattre contre d'autres musulmans qui finalement avaient exactement les mêmes convictions qu'eux et le même projet qu'eux. Ça, c'est ce qui explique les premiers retours. Il y a des groupes de Français qui sont revenus de façon assez massive à partir de ce moment-là. Ensuite, avec l'intervention de la coalition, progressivement, la situation militaire, la situation sécuritaire et finalement le confort dans lequel ils vivaient là-bas en Syrie et en Irak s'est très nettement détérioré au fil des mois jusqu'à finalement être insupportable pour certains. Donc vous en avez qui sont rentrés pour des conditions totalement matérielles. Dans le livre, je raconte par exemple l'histoire d'une jeune femme qui est rentrée parce qu'elle était enceinte et qu'elle ne voulait pas accoucher en Syrie sans péridurale. Donc elle a convaincu son mari de rentrer pour cette raison-là et aussi parce que ses parents lui manquaient. Certains rentrent aussi parce qu'il y a une paranoïa qui se développe au sein de l'État islamique. C'est la chasse aux espions, la chasse aux sorcières au sens propre, puisque certains ont été exécutés accusés de sorcellerie. C'est un des crimes qui est passible de la peine de mort, de l'exécution au sein de l'État islamique. Donc finalement, la peur que fait régner l'État islamique sur les populations locales, l'État islamique en interne gouverne également, maintient ses propres troupes de cette façon-là par la terreur, avec ce qu'on appelle les emnis, c'est-à-dire les services de renseignement de l'État islamique, qui sont chargés de surveiller les troupes et qui, aujourd'hui, je pense que la majorité des Français au sein de l'État islamique que je connais sont passés par les prisons de l'État islamique, sont passés par des interrogatoires de ces services de renseignement, et donc finalement, ça crée une situation de peur au sein même de l'EI, et certains ont fui pour ces raisons-là. Donc ce n'est pas forcément un renoncement de leurs convictions, mais plutôt un inconfort, comme vous dites, par rapport à l'État islamique et leurs conditions de combat. Ça veut donc dire que potentiellement, ils restent dangereux, alors même qu'ils sont rentrés aujourd'hui sur le territoire français. Ça, il faut bien reconnaître que c'est une caractéristique qui revient dans la plupart des entretiens que j'ai pu mener avec ces Français qui rentrent de Syrie et d'Irak, une trentaine que j'ai suivis pendant un peu plus de 2 ans, près de 2 ans et demi. La plupart d'entre eux conservent une radicalité religieuse, c'est-à-dire que, pas forcément une radicalité violente, mais vous en avez qui rentrent de Syrie et d'Irak, qui expliquent qu'ils ont vécu les pires injustices, qui ont été mis en prison, qui ont été maltraités, parfois battus, et qui pourtant conservent une image positive du projet État islamique, et qui vont vous expliquer que, en fait, le problème au sein de l'État islamique, ce n'est pas tant la hiérarchie, ce n'est pas tant le projet, ce n'est pas tant l'idéologie, bien au contraire, elle garde toute sa pureté à leurs yeux, mais le projet aurait été perverti, selon eux, par les Français de l'État islamique qui, je cite ce que m'a dit une jeune femme qui est rentrée animée toujours de ses intentions, toujours ancrée dans sa radicalité et dans son idéologie djihadiste. Elle disait « Les Français, ils ont importé leur jahiliya en Syrie, leur jahiliya de cité. » C'est-à-dire la jahiliya, c'est la période de l'ignorance avant qu'il n'ait basculé dans le djihadisme. C'est une référence au premier temps de l'islam, l'ignorance pré-islamique.
Et du coup, elle explique que finalement, en Syrie, en Irak, on a une vie qui a importé les codes sociaux des quartiers sensibles dont sont originaires une bonne partie des Français qui ont rejoint la Syrie et l'Irak. Alors, à contrario, vous parlez de Bilal, dont vous citez longuement le témoignage. Lui n'est pas parti dans une perspective de djihad global, en fait. Alors, pourquoi, justement, est-il parti et sont-ils nombreux dans ce cas? Alors ça, c'est en tout cas le discours que la plupart d'entre eux servent au retour. C'est-à-dire que, étonnamment, on se rend compte qu'au sein de l'État islamique... Une manière de se prémunir des autorités, donc de Absolument. justifier son départ. Parce qu'ils doivent justifier de leur engagement djihadiste au retour devant un juge. Aujourd'hui, la totalité, c'est un passage obligé pour la totalité des hommes qui rentrent de Syrie et d'Irak, c'est la prison. Ce qui est moins le cas pour les femmes. Donc évidemment, étonnamment, on se rend compte qu'on a l'impression que tous les Français qui étaient au sein de l'État islamique qui sont venus étaient tous infirmiers et n'ont jamais combattu. Or, en réalité, très peu de Français étaient à des postes administratifs au sein de l'État islamique. La plupart étaient à des postes de combat, pour la simple et bonne raison que la plupart ne parlent pas bien arabe, voire pas du tout. Or, pour être à un poste administratif, il faut parler arabe. Lui, il explique effectivement qu'il n'était pas parti dans une logique de djihad global. Et c'est vrai, certains sont partis sensibilisés par, en tout cas les premiers départs, 2013-2014. Il faut se rappeler qu'il y avait une politique française à l'époque qui était assez confuse, ambiguë à l'égard des groupes rebelles. La France, finalement, à une époque, lorsqu'il était question de frapper le régime de Bachar el-Assad, donnait l'impression, aux yeux des djihadistes français, d'avoir un ennemi commun, en l'occurrence Bachar el-Assad. Et c'est vrai que les Français partaient avec une telle facilité en Syrie et en Irak que même eux avaient le sentiment qu'on les laissait volontairement partir, qu'on fermait les yeux sur leur départ. Cela dit, il ne faut pas enlever... Il faut garder à l'esprit quand même quelque chose de très important, c'est que tous ceux qui sont partis, les Français, avaient une connaissance très précise des groupes qu'ils allaient intégrer et étaient tous animés au minimum d'une idéologie qui est celle d'Al-Qaïda, au minimum, pour les plus modérés d'entre eux. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit aussi. Et la question des attentats, la question des actes terroristes en retour sur le sol français, beaucoup d'entre eux, et au sein de l'EIL, de l'époque, l'actuelle EI, pour les entretiens que j'ai menés à l'époque avec les Français qui étaient dans cette organisation, tous étaient favorables et désireux de mener des opérations terroristes sur le sol français, bien avant l'intervention occidentale. Alors pourtant, le fameux Bilal, là, que vous citez longuement, qui est vraiment un acteur central de votre livre, lui, il dit « Les attentats de Paris et de Saint-Denis », bizarrement, on oublie toujours Saint-Denis quand on parle des attentats de novembre 2015, donc les attentats de Paris et Saint-Denis ont divisé au sein de l'État islamique. Expliquez-nous un peu ça. Alors lui, il explique qu'il y a trois catégories de personnes au sein de l'État islamique. Il va y avoir ceux qui sont les plus déterminés, les plus fanatisés, les plus endurcis dans le projet, qui sont vraiment déterminés à frapper la France. Vous avez une sorte de ventre mou ensuite de gens qui sont là, qui restent au sein de l'EI sans forcément avoir des convictions, des connaissances religieuses très profondes. Et puis une autre partie qui souhaite rentrer mais qui ne le peut pas puisque l'État islamique interdit les retours. Ceux qui sont attrapés alors qu'ils sont en train de projeter de rentrer sont tous mis en prison. Alors il y a des signalements d'exécution pour l'instant qui n'ont pas été confirmés, mais c'est possible aussi, selon toute logique, d'être exécuté pour cette raison-là. Au retour, lui, il explique effectivement qu'il est rentré une semaine après les attentats de novembre parce qu'il s'opposait à cette fuite en avant de l'État islamique, cette logique de djihad global, ce terrorisme total. Après, on est bien obligé de le croire. Est-ce qu'on est obligé de le croire? Oui, on est obligé de le croire parce que, en tout cas, la justice n'a pas toujours des éléments matériels pour incriminer les gens qui sont en Syrie et en Irak. Même si maintenant, le simple fait d'être parti là-bas est un délit en soi et est passible d'être jugé et d'encourir au minimum une dizaine d'années de prison. Oui, on est bien obligé de le croire, mais il y a aussi une réalité, c'est qu'à ce moment-là, lorsque cette famille est rentrée, c'était aussi un moment où il y a une autre raison de retour, c'est que tout simplement, le vent commençait à tourner en leur défaveur. Et ils sentaient bien que la pression militaire sur le terrain en Syrie et en Irak, et que l'EI, depuis la défaite de Kobané, début 2015, qui a cassé l'élan de victoire de l'État islamique, ça c'était la stratégie de la coalition. Pendant 4 mois, dans cette ville kurde du nord de la Syrie, la coalition a concentré la grande majorité de ses frappes de façon à faire de cette ville un symbole et de casser
casser cet élan de victoire sur lequel surfait médiatiquement l'État islamique. Parce que l'un des arguments qui a fait l'attractivité aux yeux de beaucoup d'étrangers de l'État islamique, c'était de dire « Regardez, rien ne s'oppose à nous, les gens ont peur de nous combattre lorsque nous entrons dans Mossoul, les ennemis fuient devant nous. » Et du coup, leur argument, c'était « Regardez, cet élan de victoire, c'est la preuve que nous sommes portés par la Providence, c'est la preuve que nous sommes sur la voie prophétique. » Et donc, évidemment, là, on est dans une logique totalement inverse. Le fameux slogan de l'État islamique « Baqiya wa tatamadad », demeurer et s'étendre, aujourd'hui, il ne recouvre plus aucune réalité puisque l'État islamique recule sur tous les fronts. Donc, il a perdu l'un de ses principaux arguments publicitaires aux yeux aux yeux de ses partisans potentiels. Et donc aussi, beaucoup sont rentrés pour cette simple raison-là, parce qu'ils se rendent compte que l'État islamique est en train de perdre ses territoires et est en train de reculer face à l'ennemi sur tous les fronts. Et donc, simplement, c'est la peur qui, pour beaucoup, les a fait rentrer. Parmi les portraits que vous décrivez dans votre livre, il y a celui de cette famille qui est partie, donc des parents, mais aussi leurs 2 filles mineures, parties chercher leur fils qui était blessé, qui était parti combattre avec le I et qui était blessé. Donc ils sont partis eux-mêmes de France vers la Syrie. Racontez-nous. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire parce que, bon, par ce qu'elle raconte, déjà sur la sociologie du djihad français, j'ai tenu à la raconter parce qu'on a affaire à une famille de médecins. Quand je suis allé chez eux, c'est des gens qui habitent dans une grande maison, dans une grande ville de province, qui n'ont aucun problème financier. Les enfants n'ont jamais manqué de rien. Donc, c'est une façon d'expliquer aussi un des paramètres de la sociologie du djihad français. C'est vrai que ça concerne en majorité les quartiers populaires, mais pas uniquement. Ça touche aussi des foyers qui sont pas des foyers économiquement défavorisés. Oui, vous décrivez qu'ils viennent d'un quartier pavillonnaire, tout à fait confortable, voilà, avec un jardin, etc. Absolument. Vacances à Dubaï, en Turquie, tous les étés. D'opulence presque. Oui, une situation d'opulence économique. Et puis un garçon qui, jusqu'au bac en tout cas, était bon élève, hein, a eu son bac S avec mention, voilà. Mais qui s'est laissé séduire par le discours de l'État islamique, par un des aspects qui fait la force, qui faisait la force en tout cas, puisqu'aujourd'hui c'est moins le cas, de sa propagande, qui était de dire, en fait, lui il parlait il explique que c'était, je reprends son expression, une transe collective. L'État islamique avait réussi à donner l'impression, à travers sa propagande, qu'il avait créer cette utopie. Oui, c'est ça. C'est parce que, pour le citer exactement, c'était quelque chose d'un peu mystique, une prophétie que les gens attendaient, c'est un peu de folie, presque une transe collective qu'il faut le faire et que tout va bien se passer. Il parle donc du djihad. Exactement. Et de sa connaissance du djihad par Internet, puisqu'il prend connaissance par Internet. Exactement. De ça. Et on est quelle année à ce moment-là? À ce moment-là, on est en 2015. On est relativement tard. Donc c'est tard, c'est très tard. Ouais. On est après les attentats. Et pour lui, voilà, l'État islamique avait réussi à créer cette cité idéale qui allait pouvoir lui donner un statut qu'il n'avait pas en France. Parce qu'au moment où il part, il est en situation de conflit avec ses parents, il est en situation d'échec scolaire, il a tenté médecine 1 fois, 2 fois, raté, il a tenté les études de pharmacie, raté également, il s'est réorienté vers une autre voie qui le passionne moins, et il est en situation d'échec. Et à chaque fois, dans tous les cas de figure que j'ai rencontrés, il y a à un moment donné la rencontre entre cette idéologie qui va redonner l'espoir d'un mieux social, d'un mieux individuel. Oui, d'un groupe, de quelque chose d'inclusif. C'est ça. Et la rencontre entre cette idéologie et une faille individuelle, à un moment donné. Et dans tous les cas, il y a toujours, elle peut prendre des formes tout à fait différentes, mais il y a toujours cette rencontre entre cette idéologie qui vient répondre, qui vient gommer ces failles, qui vient avoir une sorte d'effet cathartique. Et c'est vrai que lorsqu'ils arrivent au sein de l'État islamique, pour les djihadistes français, il y a aussi une donnée, au-delà de la donnée religieuse qui ne peut pas être évacuée, qui est à prendre en compte, c'est l'inversion des rapports de domination. L'inversion des rapports de domination économiques, sociaux. Des gens qui étaient au bas de l'échelle sociale se retrouvent instantanément au prix d'un billet sur un charter pour la Turquie, au sein du groupe dominant en Syrie et en Irak. Ils se retrouvent instantanément avec un statut social. De dominer en France, ils deviennent dominants en Syrie et en Irak. Ils sont les détenteurs de la violence légitime. C'est eux qui imposent leur autorité. Ils ont la possibilité de jouir de toutes les richesses matérielles qui sont à leur portée sur le territoire de la Syrie et de l'Irak. Ils appellent ça de la ranima, du butin. Mais finalement, pour ceux qui étaient issus de la délinquance, qui ne sont pas la majorité des djihadistes, mais qui sont quand même une bonne proportion, qui sont fortement représentés au sein des djihadistes, ils volaient en France.
finalement, qu'est-ce qu'ils font en Syrie, en Irak? Ils font la même chose, sauf que c'est légitimé religieusement et qu'ils appellent ça du butin de guerre. Vous voyez? Donc il y a aussi une dimension dont on ne parle jamais, assez peu dans l'engagement djihadiste, c'est une dimension totalement individualiste, de jouissance, sans oublier un aspect très important, la promesse d'une hypersexualité. Parce qu'en Syrie et en Irak, les Français ont une sexualité assez débridée finalement. C'est un facteur qui compte. C'est un facteur très important et c'est très important. Il y a la promesse d'une situation, à la fois pour les hommes et pour les femmes, de trouver un partenaire idéal qui aura les mêmes convictions. Pour les hommes, de trouver plusieurs partenaires. La possibilité d'avoir 4 femmes, la possibilité de se séparer très facilement d'une femme et d'aller en chercher une autre dans les maisons pour femmes, qui sont des viviers de femmes où sont rassemblées en moyenne dans les villes sous contrôle de l'État islamique, à chaque des grands immeubles où sont rassemblées une centaine de femmes, et où les combattants peuvent aller choisir avec une cérémonie qui est l'équivalent d'un speed dating, une nouvelle femme, lorsqu'ils le souhaitent. Alors justement, sans oublier la question de l'esclavage des captives avec lesquelles les relations sexuelles ont été autorisées par la hiérarchie de l'État islamique au nom de leur interprétation d'un verset du Coran. Alors justement, pour revenir à l'histoire de Yassine et de sa famille, c'est par l'une de ces maisons que vont passer les 2 sœurs et la femme de Yassine dans leur tentative d'aller récupérer Absolument, elles passent quelques heures dans une de ces maisons pour femmes. Elles décrivent l'atmosphère d'arbitraire absolu, d'insalubrité, qui sont des conditions de vie délibérément maintenues telles quelles par l'État islamique. Pour qu'on ait envie d'en sortir. Pour qu'on ait envie d'en sortir. Et la seule façon d'en sortir, c'est le mariage. Donc c'est vraiment ces maisons pour femmes, les makars, les madafas, comme ça que ça s'appelle, elles sont au cœur de la stratégie nataliste de l'État islamique. Comment vont-ils s'en sortir finalement, après avoir retrouvé leur enfant? Comment vont-ils sortir de Alors c'est une histoire digne d'un film d'aventure, hein. On pourrait presque croire à une fiction, mais c'est pourtant la réalité. C'est l'histoire d'une famille de médecins qui habitent en province. Leur fils est séduit par la propagande de l'État islamique, il se rend en Syrie. Très rapidement, il est blessé au ventre. Une balle lui arrache une partie des intestins et il perd une quarantaine de kilos en quelques semaines. Et ses parents, qui sont médecins, le voient sur Skype, hein, puisqu'ils ont des contacts grâce à Internet. Et ils voient que leur fils est en train de dépérir. Et ils se disent, on ne peut pas le laisser mourir comme ça en Syrie, il faut qu'on aille le chercher. Alors ils réfléchissent, ils cherchent des ONG pendant un moment, ils n'en trouvent pas évidemment. Hein. La ville où est leur fils, c'est Deir ez-Zor, on est au fin fond de la Syrie. Et on est à la fin de l'année 2015 encore une fois. Et puis c'est une bataille épique, c'est le Stalingrad de l'État islamique et du régime syrien. C'est la bataille pour l'aéroport. La bataille pour l'aéroport de Deir ez-Zor. Beaucoup de Français, notamment les Lunélois dont on a beaucoup parlé, sont morts. Et au bout d'un moment, ils se disent, ils ont l'idée de ce projet complètement fou, de partir en famille avec leurs 2 filles, 2 petites collégiennes, pour aller chercher leur fils en Syrie. Et alors ils arrivent à convaincre l'État islamique d'un subterfuge. Leur idée, c'est de leur faire croire qu'ils rejoignent l'État islamique de façon sincère pour immigrer, une immigration djihadiste. Qu'ils font eux-mêmes allégeance. Donc ils arrivent et ils font effectivement allégeance. Et l'État islamique, lorsqu'ils arrivent sur place, leur demande de travailler pour eux. Donc ils deviennent médecins français, ils arrivent avec du matériel de médecine français, ils deviennent médecins pour l'État islamique, ils donnent même des cours au sein de l'université de Raqqa, des cours de médecine à des membres des Syriens et des partisans de l'État islamique. Et au bout de 3 mois sur place, ils parviennent dans des conditions absolument épiques à donc remettre sur pied leur fils et à l'exfiltrer avec l'aide des autorités consulaires françaises qui sont en Turquie. Et aujourd'hui, ils sont rentrés en France, ils essaient de reprendre une vie normale, mais leur fils, lui, encourt une dizaine d'années de prison, il va être jugé dans les prochains mois. David Thompson, votre méthodologie, vous écrivez, je vous cite, hein, vous écrivez avoir travaillé pendant 5 ans dans une impossible confiance. Comment peut-on travailler pendant 5 ans dans une impossible confiance et échanger quasi quotidiennement avec des individus, je vous cite encore, situés dans un camp ennemi? Comment est-ce possible? C'est difficile parce qu'effectivement, quand on rencontre un djihadiste, notamment lorsqu'on est en situation de guerre, lorsque nous sommes français, les djihadistes nous refusent le simple statut de témoin. Donc, par essence, nous sommes dans le camp ennemi pour eux. Nous sommes journalistes, donc représentants nous sommes les acteurs d'une certaine manière de la démocratie. Eux combattent la démocratie. Donc, le journaliste, qui n'est en plus pas musulman, concentre toutes
ce qu'un djihadiste va détester. Donc évidemment, quand vous faites une interview avec un djihadiste, vous êtes obligé d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'à tout moment, la personne que vous rencontrez peut décider, au nom de ses convictions et de sa conception de la loi religieuse, peut considérer comme tout à fait légitime, licite, pour reprendre leurs termes, de vous assassiner. Donc vous êtes obligé à chaque fois, un petit peu au doigt mouillé, de prendre le risque de ces rencontres. Et jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Alors, pour revenir sur cette question cruciale, en fait, après les attentats de Charlie, les attentats de novembre 2015, on a vu récemment en fait, un chercheur canadien qui a publié un entretien avec Rachid Kassim, donc un djihadiste français malheureusement bien connu aujourd'hui, qui parle de nouveaux attentats. Est-ce que les retours auxquels on doit s'attendre, qui ont déjà eu lieu et auxquels on doit s'attendre après la chute potentielle, ou du moins le recul de l'État islamique, peut-être la perte de Mossoul, voilà. Est-ce qu'on doit s'attendre justement à une recrudescence d'attentats? Est-ce que la menace est plus importante que jamais? Comme vous le disiez à une époque, comme vous le disiez en 2013, 2014, comme beaucoup d'experts le disaient, comme on l'écrivait notamment aussi sur Mediapart. En 2014, j'ai dit avant les attentats que des attentats allaient avoir lieu sur le territoire français. C'était écrit dans mon premier livre. C'était facile de le savoir, tout simplement parce que j'avais mené des entretiens avec des membres de la brigade des étrangers, qui s'appelait ainsi à l'époque, qui était la cellule souche des attentats du 13 novembre. Et dès 2013, ils avaient déjà tous ce projet d'attentat sur le sol français en tête. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence djihadiste et il est très difficile de déterminer exactement quelles seront les conséquences en termes d'intensité terroriste de la dégradation de la situation militaire pour l'État islamique en Syrie et en Irak, mais aussi en Libye, où l'EI s'est écroulé, a perdu son contrôle territorial. La Libye, c'était le seul endroit, en dehors de la Syrie et de l'Irak, où il y avait un contrôle territorial de l'État islamique. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une menace décennale. La déflagration de ce qui se passe et ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années en Syrie et en Irak, sera de l'ordre de 10 ou 15 ans. Tous les observateurs sont à peu près d'accord pour faire ce constat. Aujourd'hui, la menace, elle est double. À la fois des gens qui reviennent de Syrie et d'Irak formés militairement, qui sont en mesure de faire des attentats de masse, mais aussi des gens qui ne sont pas partis en Syrie et en Irak et qui sont eux aussi en capacité de faire des attentats de masse, comme on l'a vu avec des moyens dérisoires à Nice le 14 juillet dernier. C'est ce que dit d'ailleurs dans l'entretien le djihadiste dont on parlait juste à l'instant. Il dit si j'étais resté là-bas, j'aurais pu faire des attentats, et il explique que les attentats sur place en Europe sont plus importants pour lui que des actions d'attaque menées en Syrie. Alors, en fait, depuis le printemps dernier, on a vu un basculement de la stratégie terroriste de l'État islamique. À partir du mois de mai, en raison de ces reculs sur tous les fronts, le porte-parole officiel, le fameux Abou Mohamed Al-Adnani, qui depuis a été droné entre guillemets par les États-Unis, a changé de stratégie totalement. C'est-à-dire que le message, c'était jusque-là, rejoignez-nous, pour ensuite exporter, projeter la menace terroriste. Alors qu'à partir du mois de mai, le message s'inverse et c'est restez chez vous, frappez chez vous. Et là, on a vu des gens comme effectivement Rachid Kassim de Syrie et d'Irak, à partir de leur simple compte Telegram ou d'une page Facebook, tenter d'activer des partisans de l'État islamique sur le territoire national. Et ça, il y a eu un nombre très important, une quinzaine de personnes qui ont été arrêtées depuis cet été. Il y a eu un nombre d'attaques très important. Donc on est dans une situation de menace très forte. Mais on n'est pas vraiment en capacité de dire aujourd'hui avec certitude comment va évoluer la nature de cette menace. La théorie, un peu pour parler de théorie des chercheurs sur la question, c'est de dire après l'État islamique est concentré toute son action sur le fait d'avoir un califat, de gérer un territoire, ils vont repasser dans une optique plutôt qui était celle d'Al-Qaïda au début des années 2000, qui était un djihad global, donc un djihad contre l'ennemi lointain, c'est-à-dire l'Occident, etc. Ça, c'est une théorie, par exemple, que vous considérez comme crédible ? Non seulement c'est une théorie, mais c'est la réalité qu'on constate. L'État islamique est en train progressivement de retourner à la clandestinité, c'est-à-dire la situation qui était la sienne avant 2014. Qui dit clandestinité dit retour à des méthodes de djihad global de type Al-Qaïda. On est là aujourd'hui, on est en train de passer exactement dans cette configuration. Alors, dans votre introduction, vous introduisez un élément un petit peu nouveau, une idée un petit peu nouvelle par rapport à votre premier livre. Vous parlez de déconstruire le projet djihadiste. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée-là ? Alors, j'emploie ce terme-là.
je ne pense pas que moi, mon travail, je ne déconstruis pas la propagande djihadiste. Le récit de ceux qui en reviennent l'a déconstruit totalement. À commencer par les femmes qui partaient là-bas en ayant la conviction qu'elles seraient dans le djihad des perles, protégées par de vaillants, valeureux combattants, animés d'une profonde piété. Sur place, elles ont découvert exactement le contraire. Sur place, elles ont découvert des combattants français qui restent des Français, qui continuent à regarder des films pornographiques sur Internet, qui continuent à maltraiter également les femmes et à les traiter comme ce qu'elles fuyaient en France, c'est-à-dire, pour reprendre leur expression, comme des bouts de viande, qui dans les macars sélectionnent, je reprends la phrase d'une jeune femme qui parlait de ces speed dating dans les maisons de femmes. Elle revient d'un de ces speed dating, horrifiée, et elle dit « Ah mon Dieu, ce Français avait 2 esclaves sexuels, il les faisait tourner avec ses copains du quartier où ils étaient à Raqqa, quelle horreur !» Ou une autre qui disait « Oh mon Dieu, ils veulent tous des Kim Kardashian !» Alors voilà, les codes esthétiques de la télé-réalité occidentale prévalent toujours en Syrie et en Irak. Ces gens qui sont djihadistes, animés d'une lecture médiévale de la religion, médiévale au sens temporel, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, restent des produits de la société moderne occidentale et des produits des frustrations aussi de la société moderne occidentale. Ils ont l'impression de laver ces frustrations, de laver toutes ces humiliations dont ils parlent sans cesse dans le djihad, mais finalement ils gardent des travers qui sont finalement ceux d'une grande partie de la société occidentale. C'est pas pour rien ces derniers jours que l'État islamique a diffusé un communiqué pour une mise en garde contre la fornication, je cite, à travers les réseaux sociaux. C'est parce que ces pratiques sont constatées au sein même de ces membres djihadistes. Donc voilà, la déconstruction, c'est ça aussi. Derrière l'image vendue par l'État islamique d'une grande piété, d'une grande pureté des convictions, etc., finalement, on retrouve des gens qui vivent un peu comme tout le monde. Alors, depuis plus d'1 an maintenant, l'État islamique, c'est devenu un enjeu national. On en parle beaucoup, les experts sont invités sur tous les plateaux, on parle beaucoup de déradicalisation. Plus de 400 personnes ont été arrêtées aussi depuis le début de l'année 2016, si je ne m'abuse. Est-ce que, selon vous, on met tout en œuvre aujourd'hui en France pour tarir les sources du phénomène djihadiste ? La prise de conscience des autorités françaises sur la réalité de ce phénomène, elle est tardive. Elle intervient au même moment que la prise de conscience du reste de la population. Elle intervient au printemps 2014, lorsqu'il y a déjà plusieurs centaines de Français en Syrie et en Irak. À ce moment-là, il y a un sentiment de panique qui prend de court les autorités françaises et elles se disent « il faut réagir, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc, sont mis sur pied des programmes totalement bricolés qui n'ont eu aucun impact sur la progression du phénomène. Aucun impact. Je raconte dans le livre des récits de jeunes femmes, notamment qui sont passées par la principale cellule dite de déradicalisation et qui en sourient parce que en fait, on n'a rien à leur proposer et ces programmes n'ont eu aucune incidence sur leur degré de radicalité. Elles ont conservé leurs convictions. Certaines ont même été, par rejet de ces programmes, renforcées dans leurs convictions. Donc je pense qu'il est impossible de déradicaliser quelqu'un pour le moment. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais avec un programme de déradicalisation d'État. Pourquoi ? Parce que c'est un projet sociétal qu'il faut changer, plutôt parce qu'on ne déradicalise pas quelqu'un avec simplement une conversation ou une thérapie psychologique. Parce que certains sortent de cette idéologie par une prise de conscience personnelle, en se rendant compte que sur place, la réalité magnifiée qu'on leur avait vendue n'avait rien à voir avec ce qu'ils ont constaté. Certains aussi ont été influencés par des proches. Beaucoup qui reviennent, beaucoup des revenants se sont tournés vers une pratique salafiste quiétiste de l'islam et non plus djihadiste. Donc ils conservent une radicalité religieuse, mais chez eux, et puis ils n'ont plus cette radicalité violente. Ça justement, aujourd'hui, après 2 ans d'un discours triomphaliste des autorités françaises, qui nous donnait des chiffres qui étaient totalement auto-évalués, le ministère de l'Intérieur, quand le ministère de l'Intérieur nous explique
qu'il a empêché tant de personnes de partir en Syrie, qu'il a déradicalisé tant de personnes. Il est jugé parti. C'est comme un élève qui va se noter lui-même sa copie. C'est exactement la même chose. C'est des chiffres qui sont invérifiables. Et de tous ces programmes dits de déradicalisation, aucun, même pourtant des sénateurs, des parlementaires avaient demandé un contrôle indépendant. Ce contrôle, cette évaluation indépendante n'a jamais eu lieu. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ces programmes, on ne peut pas imaginer que l'État ne les mette pas en place. Ce serait inimaginable que l'État ne fasse pas, ne déploie pas des efforts considérables pour tenter de sortir ces jeunes de la radicalité. Mais pour l'instant, on est bien obligé de constater qu'ils n'ont pas de résultats concrets. David Thompson, merci. Merci. À bientôt sur Mediapart.